Allô tout le monde, moi c'est Jessica. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai voulu faire une vidéo sur mon expérience de la East Coast Trail. Donner comme toutes les informations utiles, toutes les questions que je me posais avant de partir, puis maintenant j'ai des réponses. Pour une petite mise en contexte, j'ai sorti ma vidéo de mes 7 jours sur la East Coast Trail il y a environ un mois. Moi, malheureusement, j'ai pas pu la faire au complet, mais j'aimerais beaucoup retourner pour faire le reste, puis voir qu'est-ce que j'ai manqué, puis pouvoir dire que je l'ai faite au complet. Avant de me lancer dans toutes les explications détaillées, je vais juste expliquer un peu c'est quoi ce sentier-là. La East Coast Trail, c'est un sentier de 336 km qui longe la péninsule de Avalon à Terre-Neuve. Fait que ça fait que quand on marche sur le sentier... Ah, j'ai ma petite carte ici. Ok, donc j'ai commencé ici à Cap-Haïtine. Puis tout le chemin, c'est ça, ça longe la côte, donc t'as tout le temps une vue sur l'océan. C'est vraiment beau. Quand je dis t'as tout le temps une vue sur l'océan, en fait, c'est que t'es tout le temps vraiment pas loin, tu l'entends, mais des fois, le sentier est plus boisé que qu'est-ce qu'on pourrait croire quand on dit qu'on marche sur la côte. Fait que souvent, surtout les sections du sud, de ce que j'ai pu comprendre, vont passer dans la grosse forêt, puis là, t'auras pas la vue. Mais quand ça débouche, puis là, t'as la vue sur l'océan, ça vaut vraiment la peine. La difficulté des sentiers, ça varie entre facile et très difficile. Puis aussi, la particularité, c'est quand on passe à un sentier sur la côte, je sais pas vous, mais on dirait qu'on a l'impression que ça va être plat. Mais non, la East Coast Trail, elle est pas plate. C'est des montées-descentes constantes. C'est quand même assez exigeant. La manière que ça fonctionne, la East Coast Trail, c'est que c'est plusieurs petits sentiers qui sont reliés entre eux avec des community walks. Donc, comme j'ai expliqué, les community walks, c'est de la marche vraiment à travers les villages, sur la route, donc souvent sur l'asphalte. Puis, c'est d'une longueur qui varie. C'est quand même beaucoup de kilomètres à faire sur l'asphalte. Fait que moi, j'ai vite décidé de les sauter quand je pouvais, quand ils étaient trop longs, puis de juste mettre mon énergie à marcher sur le sentier. Sauf que je tiens à dire que, par exemple, le premier community walk que j'ai croisé, c'est la ville de Red News, puis j'ai vraiment aimé ça, passer dedans. Comme quand c'est des courts community walk, c'est vraiment le fun de passer à travers les villages. C'est pas juste plate, il y a vraiment aussi des choses de fun dans les community walks. Aussi, c'est bon à savoir que des fois, il y a des petites fermetures sur le sentier. Sanding Hill Path. Il est fermé parce qu'une partie du sentier passe sur une terre privée et le propriétaire est juste pas d'accord que les gens passent sur sa propriété. Pour avoir comme toutes les dernières nouvelles, il faut vraiment aller sur le site web de l'association de la e-City ou aussi des fois sur le groupe Facebook. C'est pas mal bien pour avoir de l'actualité là-dessus. Comment se rendre jusqu'au départ du sentier? Alors, il n'y a pas vraiment de système de transport en commun qui est développé là-bas. Fait que les options pour se rendre sont quand même limitées. Moi, la façon que j'ai fonctionné, puis je pense que qu'est-ce que les gens ils font en général, c'est aller sur le groupe Facebook de la East Coast Trail. Puis, juste demander s'il y a des gens qui seraient disponibles pour faire un lift le jour que vous avez planifié. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, quelques jours avant, j'ai écrit je planifie commencer le sentier telle date, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui passe par là.
Et il y a une dame qui m'a réécrit. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé à Capaïdine. C'est à environ 1 heure et demie de route au sud de Saint John's. C'est pas à côté. La dame, elle a été capable de venir me chercher le matin. Elle m'a demandé 60$ pour le lift, puis c'est super raisonnable, tu sais, pour couvrir le gaz puis son temps. Puis pour revenir, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi, je suis arrêtée un peu nowhere dans une petite ville, puis j'étais proche de l'autoroute. Fait que pour revenir, j'ai fait du pouce jusqu'à St. John's. C'était la première fois que je faisais du pouce. C'est pas quelque chose que je ferais d'habitude, mais tu sais, à Terre-Neuve, c'est des petites communautés, un peu tout le monde se connaît. Fait que j'étais plus à l'aise d'en faire là-bas. Puis aussi, j'en ai fait pour éviter les community walks. Fait que des fois, il y a des personnes qui s'arrêtaient, qui me demandaient si j'avais besoin d'un lift jusqu'au prochain trailhead. Puis j'embarquais avec eux, puis ça me sauvait une couple de minutes. Justement, en faisant du pouce comme ça, j'ai rencontré plusieurs fois les mêmes personnes, comme par exemple la première fois que j'ai voulu sauter un community walk, c'était une personne que j'avais rencontrée pendant qu'il faisait la rénovation de sa vieille maison typique de Terre-Neuve. Là, ensuite, j'ai recroisé ces personnes-là quand ils m'ont ramassé pour le stop. Sinon, la dame qui m'avait ramassé travaillait dans un gift shop. Puis c'est une des employées du gift shop qui m'a ramassé une autre fois pour me faire un autre petit lift jusqu'à un autre trailhead. Fait que je trouvais ça quand même très drôle de juste comme recroiser toujours les mêmes personnes. Ok, on passe au prochain sujet qui est le faire southbound or northbound. Donc ça veut dire est-ce que tu le fais en allant vers le sud, southbound, ou vers le nord, northbound. Ça, il y a plusieurs... tu sais, dans le fond, ça dépend de toi. Fait que j'ai ici les pour et les contre. Si tu fais southbound, tu fais les sections du nord en premier, qui sont les sections les plus difficiles du sentier au complet. Fait qu'au moins, ça va être derrière toi. Sauf que quand tu arrives à Capaïdine, qui est complètement au sud, c'est vraiment un petit village. Il n'y a rien là-bas. Comme, c'est pas tant festif. Puis aussi, c'est à 1h30 de St. John's, donc ça prend un petit peu plus de temps pour revenir dans la grande ville. Sinon, si vous décidez de le faire northbound, en fait, les sections du sud, vous allez commencer par les sections les plus boueuses. Yes! Puis c'est pas que les sections ils sont tant difficiles, c'est juste que la boue, ça rajoute à la difficulté, puis ça rajoute aussi du temps parce que là, il faut toujours que tu checkes là, où est-ce que tu mets tes pieds, puis il faut toujours que tu trouves comme des moyens de traverser cette plaque de boîte-là. Puis aussi, quand tu arrives au bout, donc à Top Ciel, le transport il est beaucoup plus facile à obtenir, c'est juste à 30 minutes de St. John's. À mon avis, ça doit être plus de fun pour pouvoir un peu plus célébrer en grand à l'arrivée quand tu as complété tout le sentier au complet. Sinon, il y en a aussi qui décident de le faire en genre de yo-yo, ok? Ils partent de Top Ciel, ils marchent jusqu'à St. John's, ensuite ils ont un livre jusqu'à Capaïdine, puis ils remarchent jusqu'à St. John's. Fait que dans le fond, le but avec ça, c'est que quand t'es fini, t'arrives direct à St. John's, puis de là, pour continuer, c'est plus facile d'attraper un lift, ou sinon, quand t'es terminé, ben, t'es déjà rendu
en principe à la ville où est-ce que tu vas dormir, parce qu'on s'entend que c'est la plus grosse ville qu'il y a là-bas. Où dormir sur la trail? La grosse question. On peut faire du camping sauvage. Ça, c'est vraiment très cool. Il y a des campings officiels désignés, sauf qu'ils sont vraiment comme plutôt éloignés éloignés un de l'autre. Fait qu'il faudrait que tu fasses tout ça pour arriver au premier camping. Il y en a 6 campings officiels en tout sur les 336 km. Et on retrouve là des plateformes, des bécosses, mais c'est pas toutes les plateformes qui sont en bon état. Sur le groupe Facebook, il y a un Excel, mais en or, là, un Excel qui va tout répondre à vos questions, là, genre full détaillé, qui répertorie les bons endroits où camper. Fait que ça, c'est vraiment utile parce que oui, tu peux faire du camping sauvage sur la East Coast Trail, sauf que c'est pas tous les terrains qui sont propices à faire du camping. Ou des fois, comme quand tu arrives aux alentours de Fairyland, mais là, tu es dans une plus grosse ville, fait que il y a moins d'endroits où est-ce que tu peux poser ta tente. C'est vraiment cool de pouvoir un peu planifier à chaque jour combien de kilomètres tu veux faire, puis savoir exactement où est-ce que tu vas pouvoir dormir ce soir-là. Si je peux donner 2 conseils pour le camping sauvage là-bas, c'est de 1, vous allez vous apercevoir qu'ils vendent vraiment beaucoup sur la East Coast Trail. Donc, si tu peux trouver une place qui est plutôt à l'abri du vent, ça va être vraiment nice. Et 2, je dirais le plus important, peut-être qu'en regardant la carte, vous allez vous dire « Ah, ça a l'air d'un super nice spot proche du fort pour dormir, ça va être beau. » Mais c'est pas une très bonne idée, ok? En cause que s'il y a du brouillard, s'il se met à pleuvoir, ce qui arrive quand même souvent, on va se le dire, le fort va se mettre à faire puis à toutes les 1 minute, là, fait que vous allez pas vraiment être capable de dormir, puis c'est vraiment fort. Aussi, une autre option qu'il y a sur le sentier pour dormir, c'est les bed and breakfast. Puis même si on peut pas comme dormir dans un bed and breakfast à chaque nuit, c'est vraiment le fun une fois de temps en temps juste pour avoir un petit break du sentier, pour avoir un peu plus de confort. Les nuits sont environ à 150$ par nuit, si je me trompe pas. C'est fun pour manger un bon petit déjeuner chaud, dormir dans un lit confort, faire le lavage, faire sécher tes trucs si t'étais mal pris comme moi. L'association de la East Coast Trail ont des super cartes là, qui sont vraiment détaillées, vraiment bien faites. Les cartes ils sont vraiment divisées par toutes les sections de sentiers qu'il y a. Ils sont plastifiés, fait que c'est vraiment le fun. Tu vas avoir toutes les informations, le nombre de kilomètres du sentier, les community walk, combien de temps ça devrait prendre, puis la difficulté de la trail avec le numéro aussi. Donc ça c'est, je crois, une vingtaine de dollars. Vu que la East Coast Trail, ça prend pas de permis, c'est fun de les encourager autrement aussi. Puis en achetant des cartes, c'est une des façons. Sur le groupe Facebook de la ECT, il y a une carte vraiment nice qui a été créée par une des membres du groupe puis qui nous l'a donnée à tout le monde. Donc c'est une carte en fichier KMZ qu'on peut utiliser sur l'application maps.me qui est gratuite. La fille, elle a tout détaillé, tout
tous les points qui pourraient être utiles à un hiker, fait que des campements, des places où se ravitailler, des B&B où dormir, tout ça, fait que c'est tout sur la carte. Puis c'est vraiment bien, c'est vraiment utile à avoir. Une autre carte qui est utile à avoir, c'est celle de Google Maps. Puis c'est vraiment pour quand on est dans les petits villages, sur les community walks. Parce que des fois, c'est pas évident de savoir par quel chemin il faut aller, s'il faut aller à droite ou à gauche. Fait qu'en ayant Google Maps, là, on est seté. Puis, en fait, Google Maps, si vous ne le savez pas encore, on peut télécharger les cartes pour quand on est hors ligne. Donc, on peut quand même avoir les cartes puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Prochaine catégorie, les sources d'eau. Où est-ce qu'on prend notre eau sur la East Coast Trail? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de sources d'eau un petit peu partout. Bon à savoir avant d'aller là, l'eau, elle est brune. Elle est vraiment brune. Sauf que moi, j'avais des bouteilles de couleur, fait que je m'en suis pas rendu compte du tout durant ma rando. J'avais mon camelback qui est bleu, puis j'avais sinon une petite bouteille de plastique qui était verte. Puis de mon côté, j'ai pas trouvé que ça goûtait bizarre ou que ça goûtait pas bon, mais j'ai entendu dire des gens qui aimaient pas ça, le goût de l'eau là-bas, donc à voir pour vous. Maintenant, on va parler des températures et quand est-ce que c'est mieux d'aller faire ce sentier-là. Moi, quand je suis allée, c'était au mois de juin. Les 2 semaines avant que j'y aille, il pleuvait, mais non-stop. Moi, j'ai été chanceuse, c'est juste plu environ une journée quand j'étais là. Mais sinon, comme je te dirais, moitié-moitié, il a fait nuageux, froid, vraiment pas beau. Puis l'autre moitié, il a fait soleil et chaud. En juin, ouais, c'est ça. Il a fait soleil et chaud, mais comme il faisait les premiers jours, il faisait vraiment froid. Ma nuit la plus froide, elle a été à 3 degrés Celsius. Puis sinon, surtout les matins puis les soirs, là, j'avais comme toutes mes couches sur moi, puis j'avais encore vraiment froid. Sinon, les jours où est-ce qu'il faisait plus chaud, il faisait entre 15 et 20 degrés, puis c'était vraiment le fun. On m'a dit que le meilleur mois pour le faire, c'était le mois de septembre. En fait, quand vous planifiez, quand vous voulez faire votre East Coast Trail, c'est le fun aussi de savoir, tu sais, c'est quand la saison des baleines, c'est quand la saison des icebergs. Moi, au mois de juin, si j'ai bien compris, j'étais pas mal à la fin de la saison des icebergs. J'en ai pas vu, mais j'ai vu plein de baleines en masse, fait que ça, c'était vraiment cool. Puis de sur la côte aussi, tu vois les baleines quand t'es en train de marcher, ça c'est une expérience qui est unique. Puis côté vêtements, à cause de la température, ben c'est sûr que il faut se préparer comme à vivre 4 saisons en une journée, surtout à la période que moi je suis allée. Fait que ça vaut vraiment la peine d'apporter du bon rain gear, fait que des bons pantalons de pluie, puis un bon manteau de pluie. Ah oui, puis je regarde ma petite liste ici, j'ai marqué des guêtres. Ouais. Pour toute la boîte que j'ai endurée, ça serait vraiment le fun d'en avoir. Comment se ravitailler sur le sentier? Moi, je suis partie 7 jours, fait que j'ai juste eu à me ravitailler une seule fois. C'était dans un ultramar / épicerie en même temps. Fait que c'était vraiment en masse pour moi. Sinon, ceux qui la font au complet, je sais qu'il y en a qui s'envoient des boîtes par Post Canada, ça c'est possible. Sur le tableau Excel que je vous ai parlé dans le groupe Facebook, il y a
c'est ça, il y a toutes les informations là-dedans. Là. Il y a tous les bureaux de poste aussi qui sont listés. Fait que ça, c'est possible. N'oubliez pas de marquer sur vos boîtes que vous faites la East Coast Trail aussi. Aussi pour les canettes de gaz. Fait que si vous arrivez en avion, ben vous n'avez pas le droit d'apporter ça en avion. Fait qu'il faut l'acheter là-bas. Moi, j'ai pris la mienne au Outfitters qui est à St. John's. C'est un magasin de plein air. Sinon, il y a des Canadian Tire puis des Walmart aussi, sauf qu'ils sont comme moins près du centre de la ville. Fait que c'était vraiment plus facile pour moi d'aller au Outfitters. Sinon, je suis restée au City Hostel qui est downtown St. John's, puis tout le monde qui finit la East Coast Trail laisse sa canette de gaz là. Fait que il y en avait comme une dizaine. Et donc je vous dirais si vous voulez avoir du gaz gratuit, ben si vous restez là, allez vérifier en bas dans la cuisine en premier s'il y en a. J'ai fini mes grosses catégories. Maintenant, je vais juste passer un peu à des questions plus en vrac. Pour les animaux sur le sentier, c'est quoi qu'il y a comme animaux là-bas? Bon, comme j'ai dit, il y a des baleines. Ça, c'est comme le numéro 1. Il y a beaucoup d'orignaux aussi. J'en ai pas vu, mais j'ai vu énormément de traces sur le sentier. Des coyotes, à ce qui paraît. Et est-ce qu'il y a des ours là-bas? Il y en a, mais à ce qui paraît, il y en a comme un. Juste vraiment pas beaucoup qui rôdent dans certaines régions. Fait que moi, pour la nourriture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris de précautions particulières, j'ai pas accroché ma bouffe. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis, ma bouffe était comme séparée dans des sacs Ziploc que j'ai mis dans un gros dry bag. Puis ça, j'ai laissé dans le vestibule de ma tante. Parce que dans le fond, les choses qui sont le plus à craindre, c'est comme les petites souris, les petits mulots. Je voulais pas qu'ils percent un trou dans ma tente. Fait que c'est comme ça que j'ai fait. Même des fois, je mangeais dans ma tente, comme je me faisais à souper dans mon vestibule quand il pleuvait. Fait que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé ailleurs. Mais sur la East Coast Trail, selon moi, il n'y a pas de problème de faire ça comme ça. Quand vous allez passer à Fairyland, c'est une ville qui est un petit peu plus grosse. Puis là-bas, il y a un site archéologique comme des gens des premières colonies qui se sont établis là. Il y a à l'extérieur, il y a des ruines que vous pouvez visiter. Il y a aussi des guides qui peuvent vous faire le tour de ça. Il y a un petit musée que j'ai pas eu le temps de visiter non plus. Puis, il y a aussi une cuisine qui date comme du 16e ou du 17e siècle. Donc, si vous passez par Fairyland, puis vous avez le temps de vous arrêter pour regarder ça un peu, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite aussi à vous planifier une couple de jours de plus pour aller visiter tous les attraits qu'il y a dans St. John's ou alentour. La dernière chose que je veux vous parler, c'est où aller chercher toutes les informations pour faire votre East Coast Trail puis y aller vous aussi. Je l'ai dit déjà, sauf que voilà, il y a le site de l'association de la East Coast Trail. Fait que sur ça, vous pouvez commander vos cartes. Vous pouvez trouver toutes les infos sur les sentiers. Il y a une foire aux questions. Il y a plein d'informations. Puis si vous ne trouvez pas sur le site là, vous pouvez aller sur le groupe Facebook ECT Through Hike End-to-End on the East Coast Trail. Puis c'est là qu'il y a le plus d'informations. Vous pouvez demander aux gens du groupe que eux, des fois c'est des locaux, fait qu'ils n'ont pas nécessairement fait le Through Hike, mais connaissent super bien chaque sentier. Il y a le tableau Excel qui est full détaillé, c'est vraiment un must. Puis il y a aussi la carte que je vous ai parlé, la carte pour maps.me. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo-là a été utile, qu'elle vous a aidé à planifier votre propre sentier.
Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, vous pouvez aller sur Instagram, les aventures de Jessica. Vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez. On va pouvoir échanger si vous avez des questions ou des inquiétudes ou tout ça. Donc, à la prochaine! Bye bye!